bonjour à toutes et tous. Je laisse ma caméra en introduction pour vous accueillir. Je vais laisser la parole à Pascal Grand de FIT du réseau Mobile dans un instant. Je vous redonne juste un peu, de nouveau, un peu des explications des règles de fonctionnement pour que vous soyez à l'aise. Même si je pense que l'outil Zoom, décidément, est bien maîtrisé désormais. Donc, même principe que ce matin, on est cette fois vraiment en réunion Zoom traditionnelle. Vous pouvez lever la main pour intervenir, couper votre micro, à ce moment-là, vous pouvez parler, il n'y a pas de problème, ou directement écrire dans le chat, donc dans la discussion, écrire les questions que vous auriez. Des fois, c'est plus facile pour les participants. Donc, voilà, n'hésitez pas pour rentrer un peu dans cette animation. Vous savez, c'est compliqué d'animer une réunion. Là, on n'est pas très nombreux dans cet atelier numéro 2. Donc, être plus près des publics précaires et les accompagner vers le changement. Je pense que Pascal Grand sera bien preneur d'échanges avec vous pour engager cette discussion. Donc, vraiment, n'hésitez pas. On a un peu de temps quand même, puisqu'on a jusqu'à un petit peu avant 15h30 pour échanger. Que dire d'autre de plus? Oui, donc je serais preneur si l'une d'entre vous voulez bien être volontaire. Vraiment, ça nous soulagerait parce que c'est un peu intensif. Pour être rapporteur, c'est 5 minutes de ce qui vous a semblé le plus intéressant, significatif, qui pose question. Parce qu'après 15h30, on basculera tous avec le lien que nous enverra l'agence Bison là, qui coordonne toutes ces communications de l'événement. Donc, à 15h25, on aura le lien, on se connectera, on reviendra en plénière. Donc là, si l'une ou l'un d'entre vous voulez bien me soulager, je le ferai par défaut, mais si l'une ou l'un d'entre vous voulez bien prendre ce rôle de rapportrice ou rapporteur, je serais vraiment heureux de ça. Donc, si vous voulez bien me faire savoir en levant la main ou simplement en le disant, si vous voulez bien être rapporteur, rapportrice de cet après-midi, pour 5 minutes de rapport en fin d'atelier. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de candidates et candidats. Écoutez, moi, je suis preneur, vraiment, ce serait plutôt pas mal. Je ferai sinon par défaut, s'il le faut. Donc, je suis l'animateur de cet après-midi. On va laisser donc Pascal nous présenter, dérouler son intervention. Pascal, je ne sais pas si tu préfères des questions pendant ou après, ou au fil de l'eau, comme tu veux, je Oui, sais oui. pas. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on peut se voir peut-être maintenant. Non, je ne sais pas. Il y a le Alors, diaporama. ça dépend de ton réseau à toi. Moi, je vais couper Ouais. ma vidéo. Peut-être que les gens peuvent la mettre un Mais instant. peut-être juste en introduction, là, Voilà. si c'est possible. Si vous voulez allumer vos vidéos pour qu'on puisse avoir notre trombinoscope global. Voilà. Merci à vous. Bonjour à tous. Bonjour Pascal. Et à toutes, pardon. Et à toutes, ouais, ça nous rend plus humains. On sait plus ce qu'on doit dire. Il y a des vrais gens en face. Ah, il y a des vrais gens, mais ça existe encore. Bonjour. Et des partenaires de Pandora Plus. Bonjour Laura. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, moi, ce que je vous propose, effectivement, j'ai la lourde charge d'essayer d'animer cet atelier. Effectivement, Laurent le disait, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Parce qu'apparemment, ce n'était pas terrible tout à l'heure. Ton son n'est pas très fort. C'est pas très fort, mais ça va quand même? Ouais, bon, ça va. Alors bien pour le moment. Peut-être que tu peux couper ta vidéo. On va demander aux gens de bien couper leur vidéo maintenant. Non, mais c'est bien, Pascal. Il me semble qu'on l'entendait bien. Ouais. D'accord, très bien. Bon, écoutez, vous me le direz s'il y a un problème. Voilà, et nous, on coupe nos vidéos pour te laisser plus de bande passante. Ouais. Voilà, alors moi, ce que je vous propose, c'est que, bon, je ne vous étonnerai pas beaucoup si je vous dis que je n'ai pas la vérité, mais en tout cas, le prétexte, c'est d'échanger. Alors, évidemment, on a préparé des petites choses, mais d'échanger surtout. Donc, on n'est pas très nombreux, on est 25 environ, là, dans cet atelier. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est vraiment
ça soit quelque chose qu'on puisse tous contribuer à ça, hein. Et qu'en en levant la main, peut-être, chacun puisse prendre la parole, hein. C'est peut-être aussi le nombre de participants nous permet ça, je crois. Que chacun prenne la parole, peut-être qu'ils disent très rapidement d'où, enfin, je ne sais pas si on a le temps de faire un tour d'écran, Laurent, c'est peut-être pas, enfin, je ne sais pas si c'est prévu, mais parce qu'on est Tu malgré es tout pas libre, il n'y a très pas de souci, on peut le faire, on n'est pas Ouais, très nombreux, mais comme tu veux. c'est toujours intéressant de savoir d'où on parle, parce que les uns les autres, on a des rôles, des fonctions, etc. Moi, ça m'intéresse de savoir. Et puis, effectivement, je le disais, la consigne, c'est qu'on soit vraiment, que ça soit le plus interactif possible, disons, le plus dans l'échange, quoi. C'est vraiment, je crois, l'objectif de ces ateliers de l'après-midi. Ce qui diffère un petit peu de ce matin, on est en plein air où il y avait plus de monde. Voilà. Mais peut-être, alors, je ne sais pas, Laurent, tu peux t'occuper du tour d'écran, si tu veux. Oui, pour donner juste la parole, si tu veux, pas de problème. Je vois Thomas pour le premier de. Maintenant, Thomas, c'est déjà fait, c'est l'agence Marc Bison, je n'avais pas tout. Excuse-moi, Thomas. Valérie Fouquet. Oui, alors bonjour, moi je suis dans la Meuse à Verdun et j'interviens sur le marché Pôle emploi. D'accord. Vous intervenez en tant que conseillère mobilité, c'est ça? Oui. Très bien. Parfait. Laura Lambert, on connaît. Laura. Bonjour à tous, Laura Lambé. Je suis chargée de mission mobilité active pour la communauté de communes Faucigny-Glières. Et tu es partenaire de Pandora Plus. Oui, tout à fait. Merci. Je poursuis. Leslie Philippe, c'est ça? Oui, bonjour, je suis Leslie Philippe, donc conseillère en mobilité à Teammove, qui est basée à Lorient, en Bretagne. D'accord. On voyage un petit peu en même temps. Hubert, très loin, Hubert Marin. On n'a pas de micro, Hubert, ouais. Voilà, oui, ça fonctionne, voilà. Oui, Hubert Marin, chargé de mission à la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans un département sur l'accompagnement à l'emploi. Et au sein de cet accompagnement à l'emploi, donc, il y a des différents dispositifs, une boîte à outils pour lever les freins à la mobilité, et notamment un projet chaque année, j'y reviendrai peut-être, j'interviendrai. On accompagne différentes structures sur des territoires pour, par rapport aux problématiques évoquées ce matin. Voilà, j'interviendrai tout à l'heure. Merci. Donc, la région. D'accord. Guylaine? J'ai juste le prénom Guylaine. Bonjour, donc Guylaine, donc de la commune de Longe-Seigne, élue à la commune de Longe-Seigne, et je suis animatrice auprès de jeunes ados. Longe-Seigne, où est-ce que c'est? Alors Longe-Seigne, c'est dans le Rhône. Ah. Limite Loire, mais c'est toujours dans le Rhône. D'accord, merci. Donc je suis animatrice auprès des jeunes ados, pré-ados. Parfait, merci bien. Merci. On poursuit ce tour de table avec Sylvie Gélin, je ne sais pas si on le dit comme ça. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je suis conseillère mobilité insertion chez Déclic Mobilité sur le territoire de Nantes Métropole, donc avec des publics qui sont en insertion. D'accord, merci beaucoup. Julien Cusin. Oui, bonjour. Julien Cusin, moi je suis coordinateur mobilité à la plateforme mobilité de Niort, Atelier Méca. Beaucoup de Bretons, c'est ça? Les Deux-Sèvres. Ah oui. Département des Deux-Sèvres. D'accord, d'accord. Isabelle Chasseur. Oui, pardon, je cherchais le micro, ça y est. Bonjour, oui, donc moi je travaille à Grand-Chambéry et je suis notamment directrice du PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi, donc un dispositif qui vise l'accompagnement socio-professionnel de publics qui en sont assez éloignés et pour qui justement la mobilité est un problème majeur, enfin est un des problèmes majeurs. Ouais. Merci beaucoup. Sandrine Velour. Bonjour, Sandrine Velour, je suis directrice régionale adjointe en charge des activités pour l'association WeMove sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Et partenaire de Pandora Plus. Oui. Sylvie Righetti. Oui, bonjour, je suis conseillère communautaire à la CCPA, donc Ah, Sylvie, vous êtes coupée. dans la plaine de l'Ain. Et
déléguée emploi-formation et sur la mobilité au niveau du comité emploi-formation avec la sous-préfecture et la région. Sarah Geiss, Gess, je ne sais pas comment on dit. Oui, bonjour. Du coup, donc Sarah Geiss de l'agence Écomobilité. Donc nous, on est basé à Chambéry et puis on agit sur le territoire de la Savoie. On fait donc des animations et des ateliers à destination des publics précaires pour les sensibiliser, les informer à la mobilité. Et on fait aussi notamment des vélos écoles. Ouais, et vous avez été un partenaire très sollicité par Pandora Plus. Exact. Ouais. Sylvie Righetti. Oui, je suis déjà intervenue. Non, vous m'avez pas. Pardon, ouais, pardon, excusez-moi, ça s'est remélangé dans mon écran, excusez-moi. Mobicop, alors Clara Beaumont. Oui, bonjour à tous. Donc Clara Beaumont, moi je suis chargée de projet au sein du pôle offre chez Mobicoop. Mobicoop, c'est une coopérative qui fournit des services de mobilité au territoire, donc de différents types. On fait du covoiturage, de l'autostop, du transport solidaire. Donc certaines de nos solutions s'adressent au public en insertion, mais pas uniquement. Il y a aussi des offres grand public, des offres seniors. Et on a travaillé sur une expérimentation dans la Drôme, justement dans le cadre de Pandora Plus, qui s'appelait Mobisol 26. Ouais, merci bien. Je ne sais plus si j'ai donné la parole à Cécilia Minkiewicz, je ne crois pas. Bonjour à tous. Non, effectivement, je vous confirme. Donc, moi, je suis coordinatrice d'une plateforme de mobilité dans la métropole de Rouen-Normandie et je suis également conseillère mobilité. Citer les Jean-Baptiste Caro. Allô, allô. Et pour Jean-Baptiste Caro, je n'entends pas. Si. C'est bon. Bonjour, Jean-Benoît Caro. Je suis président d'une association qui s'appelle Citelec sur le bassin grenoblois, département de l'Isère. Et on s'occupe de mobilité innovante et particulièrement aujourd'hui de mobilité inclusive. Voilà. Merci. Marie-Sara Vigourou. Oui, bonjour. Je suis coordinatrice et animatrice vélo chez Mobilité 0726 en Ardèche. Chez nous. Stéphane Piquet, d'Isère. Oui, bonjour. Donc Stéphane Piquet, je suis responsable du service transport mobilité sur Isère, donc l'agglomération albervilloise, et nous sommes partenaires du programme Pandora Plus. Ouais. Merci Stéphane. Thibaut Valla, de REC 42. Oui, bonjour, Thibaut Vallas, chargé de mission mobilité à l'ALEC 42, l'agence locale de l'énergie et du climat de la Loire. Je travaille à la fois avec les collectivités pour monter des stratégies pour faire en sorte d'améliorer les déplacements des personnes et aussi avec les employeurs pour les plans de mobilité. Ça marche, merci. Linda Ravier, je ne crois pas que vous êtes dans la parole encore. Oui, bonjour à tous. Donc, Linda Ravier, je travaille chez Logins ARA, donc Auvergne-Rhône-Alpes. On est basé sur l'Isère, l'Ain et le Rhône. Donc, moi, je suis chargée d'accompagnement social et professionnel et j'accompagne un public en situation de handicap. Voilà. D'accord. Merci. Valérie Fouquet. Oui, alors comme tout à l'heure, je suis toujours conseillère en mobilité dans la Meuse. Désolé. Bélène Dupuis, c'est ça? Ou Hélène? Bélène, c'est bien ça. Bélène. Bonjour, je suis conseillère en mobilité insertion sur la plateforme MUST sur le territoire du Grand Périgueux en Nouvelle-Aquitaine. Nicolas de Valence Service. Ah, apparemment, j'imagine que vous n'avez pas à jouer un message. Donc, Nicolas Diviani, conseiller en mobilité des agrèges solidaires, méga service sur Valence. Je suis en charge du parc de location scooters et voitures, ainsi que sur la communication de nos activités et l'accompagnement de nos bénéficiaires pour posséder leur propre voiture via notamment des microcrédits. Visiblement, il y a un problème de connexion. Et le dernier, Luc, de transition. Bonjour, Luc Bousquet, coordinateur de la plateforme mobilité portée par l'association Transition.
Donc nous, on est basé dans les Pyrénées-Atlantiques. Notre siège est à Mourinx, dans le Béarn. Et dans le cadre du marché Pôle emploi et du plan de lutte contre la pauvreté, aujourd'hui, nous proposons également du conseil en mobilité sur le Pays Basque et l'ensemble du territoire rural béarnais. Merci beaucoup. Pascal, avant de te donner la parole, il y a juste 2 questions de sondage comme ce matin, très rapide. Et comme ça, tu pourras rentrer dans le vif du sujet. Peut-être que Thomas peut lancer la première question. Et voilà, et vous pouvez, comme ce matin, y répondre. Donc, qu'entend-on par mobilité solidaire ou inclusive? Très compliqué. Donc, permettre à tous de se déplacer, donner de l'argent aux plus pauvres, se soutenir entre amis. Vous n'aimez pas la dernière, apparemment, non plus. Donc, vous êtes en train de répondre. Voilà, tout le monde a répondu. Donc, bah oui, vous avez bien répondu. Effectivement, ça permet à tous de se déplacer. Peut-être la dernière question. Voilà, merci Thomas. En France, combien de personnes donc, renoncent au moins à une activité, santé, loisirs, commerce, sortie, etc., au choix, en raison de difficultés liées au transport? Source laboratoire de mobilité inclusive. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 66%? Et non, la bonne réponse, c'était beaucoup plus, effectivement. C'était 66%. Quand on cumule l'ensemble de ces motifs, c'est 2 tiers de la population qui, à un moment ou un autre, a eu un problème de déplacement. C'est énorme, effectivement. C'est pour ça que je disais, quand les minorités se rejoignent, c'est bien largement, pour le coup, une majorité. Merci beaucoup. Voilà, Pascal, je te laisse la parole. Merci, merci Laurent. Alors, je vais vous partager un petit document là pour engager la discussion finalement, pour engager les échanges, voire les débats. C'est pas en plein écran encore. Hein. Voilà. Est-ce que ça va maintenant? Ça y est, c'est bon. Ok, donc assez rapidement, je me présente. Donc, je m'appelle Pascal Grand, je suis directeur d'une structure qui s'appelle FIT, qui a des activités mobilité inclusive sur les départements de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et de l'Allier. Donc voilà, sur l'ancienne région Auvergne. Et je suis également, depuis quelques mois, pilote de l'axe professionnalisation pour Mobin France, dans le cadre d'un projet Mobin a été retenu dans le cadre du plan France Relance pour accompagner et pour développer finalement la mobilité inclusive sur les territoires par différents moyens. Je vais y revenir. Donc, je suis là à ce titre-là et également, il faut le dire, au nom de FIT. FIT a été une des structures qui a participé au programme Pandora Plus avec la plateforme de mobilité du Puy-de-Dôme. Voilà, donc je suis là un petit peu avec plusieurs casquettes, mais c'est plutôt avec la casquette aujourd'hui Mobin que je souhaite intervenir. Vous n'hésitez pas, je rappelle la consigne, hein, vous n'hésitez surtout pas à m'interrompre et à poser les questions qui vous semblent utiles, et puis à intervenir pour aussi, parce qu'on le voit bien, vous aussi, vous êtes des acteurs de la mobilité inclusive pour la plupart d'entre vous, et vous avez vos expériences à relater, donc on est là pour échanger, hein, pas seulement pour entendre un discours. Donc, le vaste sujet, hein, être au plus près des publics précaires et les accompagner vers le changement. Bon, on a déjà beaucoup évoqué cette question-là ce matin. On va essayer de se rapprocher le plus possible du terrain cet après-midi, de partager sur nos expériences de terrain, voir ce qui fonctionne moins bien. Moi, je vous propose simplement une introduction finalement à ces questions,
qui, voilà, elle n'est pas, là aussi, elle n'est pas limitative, mais pour qu'on puisse, voilà, chacun, avec nos angles de vue, participer à cette réflexion commune. Comment être au plus près de ces publics et les accompagner, et vers quel changement finalement, de quel changement on parle. Un tout petit mot, mais parce que ça a beaucoup été dit ce matin sur Mobine. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin, ça a été dit, de travailler en coopération. De plus en plus. Mobine, c'est un réseau d'acteurs, d'abord en territoire. Donc, il y a un Mobine dans chaque région quasiment aujourd'hui, une fédération d'associations, d'acteurs territoriaux qui se regroupent pour travailler ensemble, pour monter des projets, pour se professionnaliser, pour partager des pratiques. Et donc, de plus en plus, on est de plus en plus nombreux à, quelles que soient nos activités de mobilité inclusive d'ailleurs, à avoir le sentiment de devoir ou de pouvoir partager, échanger, se professionnaliser, monter en compétences finalement les uns les autres. Donc ce réseau-là est là pour ça. On n'est pas le seul en France, bien sûr, mais est là pour ça. Et aujourd'hui, le deuxième étage de la fusée, c'est que Mobine tend à devenir effectivement un acteur ressource, un peu dans une logique descendante aussi, un acteur ressources auprès des territoires, parce que nous sommes très sollicités. À partir de son expérience de terrain, de la diversité de ses membres, de plus en plus est reconnu comme un acteur ressource par les collectivités, par les acteurs publics, régionaux, nationaux. Donc, on développe de plus en plus ce volet-là. Je dirais simplement ici qu'on est aussi membre du laboratoire de la mobilité inclusive, ce qui a, je crois, déjà été dit ce matin. On est un réseau dans sa nouvelle constitution assez jeune, mais qui a déjà environ 150 adhérents, puis ça augmente tous les jours, si je puis dire. On sera à plus de 200, je pense, d'ici la fin du trimestre prochain, parce que de nouvelles régions nous rejoignent et il y a une vraie dynamique. Et on voit bien qu'il y a un vrai besoin de fédérer nos initiatives sur le terrain, sans aucune volonté de normalisation, hein, je dirais, ou de standardisation des interventions. J'insiste, dans la fédération des acteurs territoriaux, je pense que ce qui est important, c'est l'aspect territorial. C'est ce qui a été dit ce matin. Les réponses en matière de mobilité inclusive sont avant tout des constructions territoriales. Je crois qu'il faut insister là-dessus, parce qu'on ne va pas plaquer telle ou telle solution sur tous les territoires. C'est vraiment une logique de co-construction territoriale dans laquelle nous, c'est notre philosophie d'action. Voilà, un petit peu rapidement, simplement préciser, Thomas Chevillard, le président de Mobine ce matin, évoquait un certain nombre d'axes de travail sur la professionnalisation notamment. Je rajouterais que nous travaillons actuellement avec la mission DORA. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent. La mission DORA, il s'agit du service public numérique en fait, qui s'inscrit dans le service public de l'insertion et de l'emploi. Pour l'insertion et l'emploi, en fait, il s'agit d'essayer de répertorier finalement toutes les solutions de mobilité, en l'occurrence, qu'on va pouvoir trouver sur tous les territoires. Cette mission DORA, cette application DORA, devrait nous permettre d'ici quelques mois d'avoir accès à une base de données finalement des solutions qui existent au plus près bien sûr des personnes qui en ont besoin, mais aussi des acteurs, des professionnels, des acteurs territoriaux. On va avoir cette base de données en partage. Et donc là, on est bien là dans une logique de service public. Et donc, Mobine travaille très étroitement avec cette mission DORA pour nourrir finalement cette base de données commune, ce service public numérique, sur la question de la mobilité, bien sûr. Et ça nous est permis, cette collaboration, par le fait que nous avons désormais des chargés de mission dans 11 régions, sur les 13, dans 11 régions qui, eux, vont s'assurer que la collecte des informations va se faire convenablement et de manière fine, pour que cette nouvelle application DORA soit la plus précise possible. Voilà un petit peu. Et puis, ça a été dit, nous sommes en partenariat avec l'ADEME sur un programme d'éco-mobilité inclusive. Voilà, on y reviendra peut-être dans notre discussion.
Voilà pour une rapide présentation de ce qu'est Mobine aujourd'hui, de là où on en est. Mais la volonté, et on n'est pas seul à travailler sur la mobilité inclusive, c'est bien de fédérer. On travaille également avec les réseaux Agiles, avec Solidarauto, on engage un travail avec Mobicoop. Notre volonté, nous, est de fédérer l'ensemble des acteurs de la mobilité solidaire, que ce soit à l'échelle très locale, par nos Mobines régions, mais aussi à l'échelle régionale, voire nationale. Tout le travail également qui est fait avec aujourd'hui l'agence Aura2E, le réseau Clair, le réseau RAR, dans le cadre de projets sur l'écomobilité. Voilà un petit peu, je crois que c'est en se rassemblant finalement, en rassemblant nos forces, en développant nos coopérations, qu'on peut essayer de relever ce défi d'une mobilité accessible à tous, finalement, et à toutes. Voilà, un petit peu quelle est notre position, notre posture. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce propos-là. Vous n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Je crois que, enfin, on est chacun derrière nos écrans, mais si vous avez des questions ou des apports supplémentaires à faire, n'hésitez surtout pas. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions ou des remarques? Je te dirais, Pascal, non, pour l'instant, rien. Non. Me laissez pas en monologue, hein, sinon je vais me sortir trop seul, vraiment. Oui, t'inquiète. Alors, bon, je ne reviens pas sur les chiffres, ils ont déjà été très évoqués ce matin, Thomas les reprenait, mais on voit bien l'ampleur finalement des questions qui se posent à nous. C'est une question massive, cette question des inégalités en matière de mobilité. Et un des enjeux, ça a été dit, c'est aujourd'hui, on fait plein de choses sur les territoires, on a beaucoup de choses, mais l'enjeu des prochaines années, c'est de passer à une autre échelle, de répondre à ce besoin social ou sociétal d'une manière beaucoup plus massive, sans doute. Donc, il va falloir qu'on s'y mette tous, mais pas qu'on s'y mette en ordre dispersé, comme je le disais, je crois, s'y mettre en rassemblant nos forces, nos expériences, nos compétences. Et je crois que vraiment, il faut qu'on fédère nos énergies là-dessus. Voilà, je ne reprends pas dans le détail les chiffres, je crois qu'on les connaît tous désormais. Les chiffres que j'ai mis ici, ils sont issus du site Tous Mobile. Et c'est vrai que cette bannière Tous Mobile, elle est intéressante pour nous tous, en fait, hein, qui œuvrons dans le champ de la mobilité inclusive et solidaire. Et je crois que plus on sera ensemble sous cette bannière-là, mieux ce sera pour avoir des données un peu communes, quoi. Et ces chiffres illustrent mon propos. Aujourd'hui, on est capable d'argumenter sur le besoin finalement auquel on doit essayer de répondre. Donc, voilà, je passe rapidement, mais quand on voit qu'effectivement un jeune sur deux ne peut pas passer son permis, que le nombre de personnes qui est touché sur cette question d'inégalité liée aux capacités, on voit bien tout l'enjeu. Hein. Et notamment ce qu'on appelle, nous, Thomas en a parlé ce matin, du savoir bouger, qui n'est pas toujours une vision, enfin, qui n'est pas toujours quelque chose de très lisible ou visible pour la population, mais il y a cette question de la mobilité, c'est une compétence. Voilà. Donc cette compétence-là, tout le monde ne la maîtrise pas, et il faut donc accompagner ces différents publics à la mobilité et aux compétences qui sont liées à l'exercice de ces déplacements. Je crois que c'est un enjeu très très fort, et nous, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup. J'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne peut-être un petit peu sur cette question aujourd'hui, ce qu'on appelle les freins à la mobilité. Pour être un petit peu plus précis là-dessus, on peut identifier un certain nombre de catégories finalement de freins à la mobilité. On va y revenir un petit peu dans le détail. Et là aussi, sans doute que l'exposé que je vais vous faire, il n'est pas du tout exhaustif, mais en tout cas, nous, on les catégorise comme ça. On a fait un travail dans le cadre d'un projet Erasmus, d'un projet européen, avec plusieurs pays. On a avec la Belgique, avec la Tchéquie, on a travaillé ensemble sur l'identification de ces différents freins. Et là, vous avez à l'écran, finalement, les grandes catégories de freins institutionnels, organisationnels, les freins financiers, les freins matériels, les freins psychologiques, les freins cognitifs, les freins sociaux, les freins culturels, les freins liés à la santé. Et donc,
on voit bien que cette question des freins à la mobilité, elle va impacter finalement tout un tas de dimensions de vie des personnes. Ce n'est pas seulement comment je me déplace, c'est-à-dire que ça a un impact sur où c'est en lien avec tout un tas d'éléments, oui, de vie des personnes finalement. Alors, je vais aller un petit peu dans le détail là-dessus, mais là aussi, j'attends vos retours et vos questions. On a fait ici, et vous le retrouverez dans le petit document si ça vous intéresse pour aller plus loin, sur la droite, là, qui s'appelle Mobilitance. C'est une production à laquelle on a contribué, qui identifiait ou qui schématisait là, dans cette mind map. Vous avez ici un petit peu le détail d'un certain nombre de freins qu'on a pu identifier et auxquels on doit essayer de répondre au travers de nos réponses locales, territoriales, régionales, nationales. Sur l'aspect institutionnel, on voit bien qu'on va avoir à faire un des freins. Je ne hiérarchise pas ces freins. Il n'y a pas de hiérarchie dans ce document, mais je commence par là. Eh bien, on va se rendre compte que la question de la représentation de ce qu'est la mobilité aujourd'hui, il faut qu'on la travaille collectivement si on veut avancer. Les techniciens, les élus ont parfois encore une vision un petit peu ancienne, je vais dire, de la question de la mobilité, le schéma être mobile, c'est avoir son permis et sa voiture, ce qui est vrai en partie, bien sûr, il ne s'agit pas de le dénier, mais ce n'est pas que ça. Et si on n'évolue pas collectivement sur ces représentations, eh bien, on va sans doute se heurter à un certain nombre de choses. Mais je vois qu'il y a déjà des petites questions. Laurent, peut-être ça m'évitera d'être dans un monologue. Non, c'est pas, je te dirais si c'est des questions, c'était une question logistique. D'accord. Je voulais juste savoir si on avait accès à ta diapo et j'ai précisé que tous les supports seraient mis en ligne. Bon, d'accord, très bien. Mais n'hésitez pas. Je veille, je te dirai, t'inquiète. Bon, très bien, merci Laurent. Oui, donc des représentations à faire évoluer sur la question de la mobilité. L'événement d'aujourd'hui participe de ce travail-là, mais je crois qu'il faudra qu'on le fasse de manière très fine à l'échelle des territoires, avec les élus, les techniciens, les prescripteurs, et puis l'ensemble de la population finalement. Il faut que le regard change sur la question de la mobilité. Je crois qu'il y a une vraie question presque culturelle finalement, d'acculturation aux questions de mobilité aujourd'hui. Il y a aussi sur le plan institutionnel, n'en doutons pas, nos fameux cloisonnements. Alors, je ne sais pas s'ils sont français ou si c'est exotique, mais on voit bien que nos fonctionnements en silo nous empêchent, parce que cette question de la mobilité est éminemment transversale. Donc, ces cloisonnements entre acteurs publics et acteurs privés, d'ailleurs, il faut qu'on décloisonne si on veut avancer sur ces questions-là. Donc, sur les aspects institutionnels, voilà un petit peu, à notre sens, les principaux enjeux. Je ne vais pas parcourir dans le détail de manière très précise toute la diapo, mais qu'on ait un peu le champ de la réflexion finalement. Sur les aspects organisationnels, on sait très bien que, on l'a dit, tout ce qui va être horaire de travail ou de formation décalé, ça va se heurter à nos systèmes de transport et autres. Des questions de garde d'enfants, d'accès limité au transport en commun, on connaît tout ça. Le non-recours au droit, on connaît aussi ça, par exemple, quand on travaille avec des publics RSA, je crois que c'est une personne sur trois qui ne recourt pas, qui ne fait pas valoir ses droits au RSA en France, des difficultés avec les démarches administratives. Donc, la mobilité, l'accès à la mobilité se heurte aussi à ces freins organisationnels. Bien sûr, être mobile, ça veut dire avoir des moyens financiers. Je ne vous apprendrai rien. On ne parlera pas du coût on va en parler un instant quand même, mais du coût de la préparation au permis de conduire aujourd'hui, de l'acquisition d'un véhicule, ça a déjà été dit, de son entretien, de son réparation, et puis des coûts d'assurance. Un véhicule aujourd'hui, on sait ce que ça coûte. Je crois que la somme de 5 000 € avait été donnée, et encore, c'est vraiment un minimum. On sait que c'est pour le public dont on parle depuis ce matin, des publics précaires qui ont
j'allais dire par définition, des moyens financiers réduits, eh bien, on va se heurter à ces freins financiers. Donc, évidemment, une large partie des actions que nous mettons en place sur les territoires essaie de répondre à cette question-là. Et puis, il y a aussi encore beaucoup, on peut le mettre en lien avec ces questions financières, la méconnaissance ou le manque d'accès aux aides publiques. Moi, je vous l'ai dit, je suis directeur d'une structure qui accompagne des publics en situation de précarité, environ 2 à 3 000 par an. Eh bien, on se rend compte que parfois, il y a de la tarification solidaire dans les transports, mais ces personnes-là, si elles ne sont pas accompagnées, eh bien, elles ne vont pas avoir accès à cette tarification solidaire. Elles vont payer plein tarif, finalement, des choses, alors qu'il y a des solutions possibles. Sur l'aspect plus matériel de ces freins à la mobilité, eh bien sûr, je ne vous apprends rien là non plus, l'insuffisance des infrastructures et des services de transport en commun. Alors, c'est vrai que les villes sont un peu mieux équipées, mais dès lors où on est dans le périurbain ou le milieu rural, on va assez rapidement tomber sur ces questions-là. Autre difficulté matérielle, le manque de maîtrise des technologies bancaires, disons. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui se font avec notre carte bleue, avec notre téléphone, de plus en plus. Et là aussi, des personnes en situation de précarité n'ont pas nécessairement l'accès à ces outils-là. N'en doutons pas, enfin, on peut relier ça aussi à la question du numérique. Et ce qui va être un vrai obstacle. Moi, je suis dans une ville, Clermont-Ferrand, où pour accéder au vélo assisté, enfin, même pas au vélo en libre service, pardon, eh bien, il faut une carte bancaire. Et c'est le premier frein, de l'accès pour les publics précaires. Donc, voilà, c'est des choses très concrètes qui vont être un obstacle. Donc, ce qui va faire qu'on va travailler, nous, avec le syndicat mixte des transports en commun pour finalement lever cette difficulté-là. On voit bien là où on peut agir. Les freins matériels, pas de véhicule personnel, on y reviendra tout à l'heure sur les solutions qu'on peut mettre en place. Pas de solution de protection du véhicule, c'est un des enjeux majeurs parfois, puisqu'on va travailler de plus en plus sur le deux roues, motorisé ou non, mais encore faut-il avoir un endroit où le stationner, ou le protéger, cet engin. Qu'il soit vélo, VAE ou scooter ou voiture, eh bien, on se rend compte que les publics précaires, bien souvent, n'ont pas la capacité à répondre à ce besoin disons, de protection, de sécurité. Il y a évidemment, si je repars dans mon schéma, sur l'aspect psychologique, on peut mettre ça sous le frein psychologique. On a pas mal... c'est vrai, on doit travailler sur pas mal d'idées reçues sur les différents moyens de transport. Le vélo, c'est pas pour moi. Les transports en commun, c'est trop compliqué, c'est surchargé, etc., etc. Enfin, je vous passe les détails. Tout un tas d'idées, de représentations, de peur aussi. On a tous été confrontés à ça. La peur de l'inconnu, d'utiliser un nouveau mode de transport, par exemple, ou sur un autre territoire. C'est un des freins importants, ce frein-là, à la mobilité, notamment pour un public précaire. En d'autres temps, un sociologue avec qui on a travaillé, Le Breton, parlait d'insulaire en matière pour les publics précaires, c'est-à-dire des personnes qui étaient enfermées un petit peu sur leur île, dans leur quartier, dans leur village, et qui avaient peur finalement, ou la crainte de sortir finalement de cette zone-là qu'ils maîtrisaient. Donc c'est une vraie question aujourd'hui dans nos accompagnements. Comment on peut accompagner des personnes pour dépasser leur territoire habituel. Le manque de confiance en soi, en l'autre, on sait bien que les publics qu'on va dire en précarité se vivent souvent en situation d'échec, ce qui induit un manque cruel de confiance en soi, en l'autre parfois, et donc c'est un réel frein. Des questions de représentation culturelle et sociale, j'en ai un petit peu parlé, mais effectivement, quand on travaille par exemple avec des publics qui viennent d'autres pays, eh bien, il faut travailler ces questions culturelles notamment. On n'a pas la même approche de la mobilité en France que dans d'autres pays, y compris européens d'ailleurs. Donc, il faut retravailler ces codes-là, puisqu'il y a des codes sociaux derrière tout ça.
Et le dernier point, oui, c'est que parfois, on entend, et il ne faut pas se le cacher, qu'il y a j'ai pas mon permis, donc je ne peux pas chercher de boulot, etc. Enfin, voilà, c'est parfois un petit peu un alibi. On se rend compte que ça cache pas mal d'autres choses et qu'il faut travailler sur les causes et non pas simplement les formulations. Voilà un petit peu sur la question des freins psychologiques, ce qu'on avait identifié dans ce travail mobilitant, ce travail européen. Laurent, toujours pas de questions? Oui, si, au contraire, plein de choses. Alors, je vais te les lire pour te faciliter le truc. Et puis, il y a une main levée de Thibaut Vallat à qui on va donner la parole tout de suite. Alors, si je te les reprends dans l'ordre, pardon, je reviens au début. Donc, c'est Cécilia Mikwitz qui est intervenue plusieurs fois, et plusieurs mains qui se lèvent, qui disait « Les représentations partielles sont surtout vraies auprès des prescripteurs et des employeurs plus qu'au niveau des élus. » Je te donne les différentes réactions et comme ça, tu très bien, petit marché. Donc, une première chose. Deuxième réaction d'Hubert Marin qui réagit aussi plus loin. Vu la complexité des freins, enjeu majeur de professionnaliser, tu vas en parler là, au maximum les conseillers en mobilité inclusive. Dans un instant, ça va être l'objet de la présentation. Je te laisserai répondre si tu veux là. La situation juridique, Luc, la situation juridique des personnes peut impacter leur mobilité également. Troisième réaction. Hubert Marin de nouveau. Importance de bien flécher en amont le public à accompagner. Maillage sur un territoire donné avec les prescripteurs. On en a beaucoup parlé ce matin du rôle du prescripteur dans l'identification des besoins réels du territoire. Et une dernière réaction de Cécilia Mikwitz. Il y a aussi des freins liés à de mauvaises expériences passées, des accidents notamment. Si tu veux répondre un peu à ces 4-5 premières remarques, et puis il y a au moins une main levée. Oui, alors sur les remarques, on prendra la main levée ensuite. Oui. Alors évidemment, je vous ai dit, ce schéma n'est pas exhaustif. On a essayé d'identifier la majorité des freins, mais vous apportez des éléments complémentaires et c'est tout à fait vrai. Simplement, ce qu'on veut montrer ici, c'est la complexité finalement des problématiques. Des problématiques auxquelles on doit faire face. C'est-à-dire que quand on nous dit la mobilité, c'est le permis et sa voiture, on voit bien que derrière tout ça, et c'est encore souvent le cas, c'est encore souvent le cas. Quand on regarde encore sur le CV, si je prends que cet exemple-là, cet indicateur-là, on voit bien que c'est très limité comme approche et qu'il y a tout un tas d'éléments complémentaires qui viennent freiner la mobilité, impacter la mobilité. Voilà. C'est pas seulement une réponse matérielle où il sera un des aspects qui va régler la problématique. Voilà. Et tout ce que disait Hubert Marin notamment, mais je vais revenir un petit peu à la suite, sur la question finalement, là on est plus sur les constats pour l'instant, d'identifier de manière un peu plus fine finalement quels sont les freins à la mobilité. Ouais. Mais en plus, sur les solutions, j'y reviendrai, Hubert, et évidemment qu'il va falloir informer, former, accompagner finalement, pas seulement les publics, mais aussi les professionnels, mais aussi les élus, mais aussi la population. Et c'est l'enjeu de l'accompagnement au changement. Quand on parle d'accompagnement au changement, on ne parle pas uniquement centré sur les publics qui rencontrent des difficultés. Il faut que l'ensemble du regard de la population change. Et que l'ensemble des acteurs de nos sociétés changent finalement. Alors, ça paraît être un grand chantier comme ça, mais on fait des choses qui contribuent à ça. Voilà. Et Pandora Plus, c'est un exemple assez illustratif de ça. Il y a donc une main levée. Alors moi, il y a deux mains levées. Alors on va dans l'ordre. Peut-être que la personne peut prendre. Oui, je vais lui donner la parole tout de suite. Vas-y, Laurent, vas-y. Thibaut Vallat, si vous voulez intervenir, en activant votre micro. Non, on ne vous entend pas. Il faut que vous ouvriez. Voilà, c'est bon. Ouais. Oui, déjà, merci pour ce schéma parce que je le trouve très intéressant. J'avais une remarque et un peu une question en même temps sur l'aspect institutionnel. Nous, on travaille beaucoup avec les territoires, les intercommunalités. C'est vrai que la mobilité inclusive se limite, si j'exagère, aux seniors qui peuvent plus se déplacer pour une raison d'âge. Et alors qu'en fait, ça concerne plusieurs publics un peu divers. Et
ma question, en fait, c'est comment, alors je ne sais pas si ça va être traité après dans la présentation, mais comment, en fait, on arrive à détecter les problèmes de mobilité de ces publics-là, sachant que j'ai 2-3 exemples à fournir pour après, si vous le souhaitez, mais voilà, sachant qu'en fait, c'est des publics qui ne vont pas avouer le fait qu'ils ont des difficultés pour se déplacer. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me répondre là-dessus, mais voilà. Oui, on va y répondre après, Thibaut. D'accord. On va y répondre, enfin, on va y répondre. En partie, moi, je vous dis, hein, on n'a pas la vérité absolue. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des expériences de terrain, voilà, je le dirais comme ça, qui apportent des éléments de réponse à ce que vous dites. Voilà ce qu'on va illustrer juste derrière, en fait, hein, puisque bien sûr, on ne va pas rester au constat. On va voir quel type de solutions, qui ne sont pas là aussi limitatives, mais quel type de solutions on peut mettre en place, comment on repère les personnes, comment on les identifie, pardon, comment on les amène à l'accompagnement, à la mobilité, etc. On va y revenir, je pense, dans les diapos suivantes. Est-ce qu'il y avait une autre intervention, je crois? Hubert, je donne la parole à Hubert Marin, qui a une question. Oui, c'était un focus sur le… Vous avez dit très bien, Pascal Grand, la complexité de comment y faire face. Donc, ça suppose effectivement, en tout cas côté région, nous, je vous fais juste un petit focus, c'est que les élus régionaux ont décidé d'intervenir sur des gens qui sont fléchés, des gens fléchés par des prescripteurs, Pôle emploi, mission locale ou autre, sur un territoire. Et là, on sait faire à peu près, on apporte des réponses en finançant les structures, comme Pascal Grand sur le FIT, on finance ce genre de structures qui vont, sur le territoire, apporter des réponses concrètes de mobilité inclusive. Par contre, on ne sait pas faire les uns et les autres. Les partenaires institutionnels que nous sommes, on est très impuissants sur les invisibles, sur les gens effectivement un peu en électron libre. Lorsqu'il y a un fléchage et un prescripteur derrière, voilà, on est rassuré. Les élus savent pourquoi ils votent une enveloppe, puisque en fait, à l'arrivée, on a tant de personnes qui ont été accompagnées, tant de personnes qui ont trouvé une solution mobilité, ça rassure. Et donc, les élus votent des enveloppes assez facilement. Par contre, on ne sait pas faire sur l'autre partie lorsqu'effectivement on est sur un public invisible, ce qui a été évoqué ce matin. Donc voilà, je voulais évoquer ce focus-là. Merci. Et puis le deuxième focus, merci Hubert. Le deuxième focus, c'était, mais vous allez y venir, donc, sur la professionnalisation des conseillers en mobilité inclusive. Il n'y a pas de formation clé là-dessus. Donc, on a des gens de tout horizon, tout univers qui font comme ils peuvent. Mais ça serait effectivement, ça, c'est un champ très intéressant, la professionnalisation. Et puis c'est un beau projet dont on va vous parler vite. Parce que c'est des savoir-être, des savoir-faire et des savoir-être auprès de publics fragiles. Donc, il y a vraiment un enjeu de les acteurs qui soient mieux professionnalisés et qui n'aient pas trop de turnover, c'est possible. Merci. Alors, j'y reviendrai, Hubert, sur ces questions-là. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas de professionnalisation, ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, puisque, enfin, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'à ce stade, je termine simplement? Non, je pense que c'est bien que tu avances. Oui, voilà, très bien. Oui, alors, j'en étais juste pour terminer sur la diapo. Donc, j'avais évoqué un petit peu ce qu'on peut appeler les freins psychologiques, si on va sur ce terme-là. Également des freins qu'on pourrait qualifier de cognitifs. On a une partie de savoir se déplacer aujourd'hui, mais comme en beaucoup de choses, ça veut dire avoir une maîtrise de la langue, voilà, qui soit satisfaisante en tout cas. Et on voit bien que sur ces savoirs de base, sur des questions d'apprentissage du français, de maîtrise du français plutôt, on va avoir toute une partie de la population qu'on parle d'illettrisme ou d'analphabétisme ou de besoin en français langue étrangère. On a une partie de la population qui ne maîtrise pas suffisamment la langue française pour accéder finalement à ce qu'on appelle nous les compétences clés de mobilité, j'y reviendrai tout à l'heure. Eh bien, nous, voilà, il y a des choses, il y a un travail à faire là-dessus. On a mis en place des programmes spécifiques là-dessus pour répondre à ces besoins-là. Le numérique, j'en parle même pas, c'est aujourd'hui un peu, on parle de fracture numérique là aussi, mais c'est pas un terme seulement pour faire joli dans les journaux ou dans les
Voilà, c'est vraiment une réalité qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire que la mobilité particulièrement nécessite de maîtriser les fondamentaux numériques. Et c'est loin d'être le cas pour toute la population. Donc, on peut apprendre aussi, on peut développer ses compétences numériques en travaillant sa mobilité. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. On a parlé ce matin de difficultés d'orientation dans le temps et dans l'espace. C'est une vraie problématique aussi, on ne se rend pas compte, mais nous, quand on travaille j'y reviendrai, dans nos ateliers mobilité, on a toute une partie de personnes qui sont incapables de se projeter sur leur territoire. Et ça, c'est et dans le temps. Combien de temps il me faut pour aller sur tel territoire et où se situe ce territoire? Très difficile, très difficile. Et ça ne s'acquiert que par l'expérience. Donc, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure et ça répondra à une des questions. Et puis parfois, eh bien, on a effectivement des personnes qui nous disent, moi, il n'y a pas d'autre salut que le permis de conduire et la voiture, par exemple, mais elles en sont très, très loin pour plein de raisons. Voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, c'est ce qu'on met ici dans la diapo, des projets en inadéquation avec les prérequis. Et ça nous arrive assez souvent d'accompagner ces publics-là. Je termine rapidement cette diapo sur les freins dits socio-culturels. Un des problèmes majeurs aujourd'hui de notre société, c'est la question de l'isolement. On le voit bien avec ces publics précaires. Une des caractéristiques, je parlais de manque de confiance en soi, en l'autre, enfin en soi surtout d'ailleurs, mais la question de l'isolement social. Nous, quand on fait des statistiques, on accompagne, je vous le disais, à peu près 2000 personnes par an. On voit des situations d'isolement et c'est une question sociale très lourde dont on ne parle pas beaucoup à mon avis, mais c'est une des questions qu'on intègre de plus en plus sur la question, j'y reviendrai, des mobilités solidaires, des mobilités partagées. Et je crois qu'il y a un vrai enjeu autour d'un certain nombre de services finalement, autour des mobilités partagées. La question des rôles genrés, hein, voyons bien que quand même, on travaille, nous, avec un public, si on en parle en ces termes, féminin. Il y a encore des représentations de la mobilité pour les femmes et avec les femmes qui est compliqué quoi, pour elles-mêmes parfois, et puis même pour leurs accompagnateurs. Et puis, bien sûr, les questions différences, urbanité, ruralité, ça a été dit ce matin, je ne reviens pas là-dessus. Sur la question de la santé, eh bien, pour se déplacer, il faut être, entre guillemets, il faut avoir une santé, entre guillemets, correcte. On a les personnes qui rencontrent des problèmes de santé mentale, le problème du handicap, bien sûr, des addictions. Et puis, en creux, si je puis dire, il y a la question des mobilités actives, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'on est de plus en plus sédentaire et on sait que c'est le public précaire qui souffre le plus des maux comme le surpoids et l'obésité, par exemple. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques très connues. Et donc, il y a un vrai enjeu lié à la mobilité sur la santé. Donc, on peut mettre en place pas mal de choses autour de ces thématiques-là de plus en plus. Donc, voilà, je n'ai pas la prétention d'avoir fait le tour de l'ensemble des freins à la mobilité, il y en a d'autres, vous les avez cités, mais en tout cas, on voit bien la complexité de ces freins, la diversité de ces freins. Et si on veut commencer d'apporter des éléments de réponse, il faut quand même partir, à notre sens, de cet état des lieux-là, pour ne pas plaquer finalement des solutions, sachant que chaque être humain va avoir ses propres freins qu'on a catégorisés un petit peu dans ce schéma, mais ses propres freins, ses propres motivations, parce que aussi on va beaucoup s'appuyer sur les motivations des personnes. Hein. Il ne s'agit pas seulement d'essayer de lever des freins, mais s'appuyer aussi sur des motivations des personnes pour les accompagner vers une mobilité plus autonome qui correspond mieux à leurs aspirations. Voilà, si je fais enfin pas très rapidement d'ailleurs, mais je crois que c'était important de repartir de là pour poser les bases finalement des questions liées à la mobilité de ces publics-là. La complexité des décisions. Tu as une dernière réaction peut-être? Oui. Peut-être qu'il faut mieux comme une question, mais je pense que c'est plus un constat. Je ne suis pas sûr que tu aies forcément des éléments dessus en tant que tel, qui dit, si je la lis, c'est Guylaine, concernant la santé, le fait de fermer les services de proximité, urgences, maternité, soins divers, n'a-t-il pas aggravé la mobilité, l'isolement? Oui. Oui, bien sûr. C'est un constat. Bien sûr. Ouais. Bien et sûr. puis, Cécilia Mikovic s'appuyait sur leurs
s'appuyer sur leurs atouts, je ne sais pas de quoi elle parle, Cécilia, s'appuyer sur leurs atouts, valoriser ceci aussi, c'est important. Cécilia, c'est pas clair, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ouais. Tu comprends, toi? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, voilà, je dis juste que identifier les freins, mais identifier les atouts, c'est important. Ah, d'accord. Ouais, ok. Bien sûr. Non, mais on est bien d'accord, hein, et je vais y venir juste après. Simplement, ici, ça nous permet quand même de savoir finalement à quel type de besoin on va répondre, hein. Ouais. Après, quand on va revenir au niveau des personnes, bien sûr qu'on va s'appuyer sur les leviers motivationnels, les capacités des personnes. Bien sûr qu'on va être dans une logique plus de promotion, hein, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être des personnes dans l'accompagnement individuel. Mais là, on est plus dans une approche un petit peu systémique finalement. Oui, oui. Des besoins qu'on peut avoir. Voilà. Okay, une dernière réaction. Je passe donc il faut que tu avances, ouais, c'est ça. Pardon. Et je te dis Oui, juste la dernière réaction, et comme ça je te laisse tranquille pour avancer. C'est Sylvain Righetti qui disait: selon le département et la communauté de communes, les offres sont différentes et méconnues. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, je crois que ça a été, je ne sais pas, on peut le mettre sous la mauvaise information finalement. C'est d'ailleurs ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, le travail avec Dora, là, un des objectifs, c'est de lutter contre ça. C'est-à-dire qu'on ait une vision la plus fine, complète, globale, exhaustive, actualisée de ce qu'il existe en matière d'aide à la mobilité sur les territoires. C'est l'objectif. Je ne sais pas si on y arrivera. Je ne veux pas être trop… Pour l'instant, on n'en est qu'au début, mais c'est un des enjeux de Dora. Si vous ne connaissez pas cette plateforme, vous pouvez y aller. Elle est en construction actuellement, mais elle est en version test, en version bêta. Donc, voilà, c'est sa vocation, de donner à voir de manière de plus fine possible, le plus locale possible, tout ce qu'on peut mobiliser en matière d'aide à la mobilité. Et je crois que ça serait si on y arrivait, ça serait déjà un grand progrès, d'avoir une connaissance fine de l'existant. Je voulais, pour aller vers des propositions de solutions, finalement, utiliser un schéma là, schéma qu'on appelle du parcours mobilité. Non pas que ça soit un modèle, là encore, hein, mais pour dire finalement par rapport à ces publics précaires, comment on peut penser un petit peu une partie du système de l'accompagnement individuel. Voilà. Si on est sur ce registre-là, je reviendrai tout à l'heure pour dire que l'accompagnement individuel n'est pas suffisant. J'y reviendrai, il est nécessaire à notre sens, mais pas suffisant. Et il va falloir aussi accompagner non seulement des individus, mais des territoires pour qu'ils deviennent plus inclusifs. Mais j'y reviendrai en fin d'intervention. Le parcours mobilité. Alors, ça peut répondre peut-être à certaines questions que… En fait, ce que je vous montre là, mais ça n'a rien de très original aujourd'hui, sauf que tous les territoires ne disposent pas de ça. C'est peu ou prou un schéma de plateforme de mobilité, ce que je vous montre là, mais un peu centré sur la question du parcours mobilité de la personne. Hubert, tout à l'heure, vous posiez la question de savoir comment est-ce aujourd'hui, on adresse finalement ces personnes, on peut les repérer, les identifier, ces personnes qui ont besoin d'être accompagnées à la mobilité, vers la mobilité. Eh bien, c'est vrai qu'ordinairement, ces personnes qui rencontrent une difficulté, elles vont être ou en précarité. Notre système social français ou socio-professionnel fait qu'elles vont être, pour la plupart d'entre elles quand même, en lien avec des travailleurs sociaux, avec un conseiller à l'emploi, avec des missions locales, avec des CCAS, etc., etc. Et j'en oublie beaucoup, avec des mairies, etc. Et que ce sont finalement ce qu'on appelle, sur mon petit schéma là au point 2, des référents prescripteurs ou prescriptrices. C'est tous ces gens-là avec qui nous travaillons au quotidien, qui vont finalement voir que la personne rencontre une difficulté. Et ces personnes-là vont nous orienter finalement, si on parle de nos plateformes de mobilité notamment, mais pas que, vont orienter vers les conseillers ou conseillères mobilité ce public-là. Alors se pose la question des publics dits invisibles. Hubert en parlait tout à l'heure. Et bien de plus en plus quand même, finalement,
on amène vers ce droit commun de l'accompagnement, on amène de plus en plus, il y a eu des programmes ces dernières années sur le repérage, alors ça peut paraître, les formules sont toujours un peu bizarres, mais sur le repérage de ces publics invisibles, sur comment les attirer. Et nous, par exemple, on a beaucoup travaillé sur leur motivation à ces publics invisibles. Si on ne les voit pas, c'est peut-être parce que les services qu'on leur propose ne leur parlent pas, ne leur concernent pas. Et on a travaillé là-dessus sur la question de la mobilité et par exemple, attirer ces publics invisibles sur la question du permis de conduire, puisqu'il faut y revenir quand même, il ne faut pas oublier ça, même si on va parler des solutions alternatives. Eh bien, c'est une motivation forte d'un certain nombre de programmes vis-à-vis de ces invisibles. Alors moi, je ne m'aventure pas sur l'appréciation de ce terme-là, mais en tout cas, il y a eu des programmes là-dessus. Et puis, il y a eu pas mal de programmes aussi par d'autres biais que la mobilité ou le permis de conduire. Mais on s'est intéressé de plus en plus à ces invisibles. Alors, par nature, c'est un peu compliqué de savoir si on réussit en la matière. Mais je crois qu'en tout cas, les pouvoirs publics se sont emparés de cette question-là ces dernières années. Et on voit apparaître des personnes qu'on ne voyait plus apparaître. Et je dirais aussi que on le voit aussi par le rôle de nos conseillers ou de nos conseillères mobilité. Alors là aussi, les pratiques ne sont pas les mêmes sur tous les territoires, mais notons bien que nos conseillers et conseillères mobilité, elles ne sont pas derrière leur bureau à attendre qu'on vienne les rencontrer. Alors bien sûr qu'elles ont des bureaux, bien sûr qu'il y a des lieux de rencontre, mais beaucoup, elles vont aller aussi à la rencontre. Quand je dis à la rencontre, c'est-à-dire que beaucoup, on va avoir de ces conseillères qui se déplacent sur les territoires, y compris les territoires les plus ruraux. Elles vont se déplacer dans la mairie, dans le CCAS, au CCAS du coin, ou dans la salle polyvalente, etc. Donc, on est vraiment là-dessus de plus en plus dans une logique d'aller vers les publics, d'aller vers les territoires. Et ça, c'est très, très marqué aujourd'hui dans toute la commande publique, notamment autour de ces questions de mobilité inclusive ou de mobilité solidaire. On nous demande de plus en plus d'aller vers, c'est très bien comme ça. Et nos conseillers ou conseillères mobilité ont de plus en plus cette mission-là, d'aller vers les publics. Parce que si effectivement, le premier obstacle, c'est de venir à son rendez-vous avec la conseillère, vous voyez bien qu'il y a une contradiction par nature. Donc, on se déplace de plus en plus vers ces publics-là. Voilà ce qu'on peut dire. Moi, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que ici, vous voyez, dans ce petit schéma, on a une sorte de triptyque, en fait, ou de relation tripartite plutôt, c'est un peu le terme qu'on utilise, nous, entre ce qu'on appelle vulgairement ou banalement le bénéficiaire, c'est-à-dire que la personne qui a besoin d'être accompagnée pour gagner en mobilité, le référent prescripteur, vous avez compris quel était son rôle, il informe, il oriente et il ne fait pas que ça d'ailleurs, et puis le rôle un peu central qu'on a mis ici de conseiller ou conseillère mobilité, qui lui ou elle va être garant de l'accompagnement en mobilité, finalement tout au long d'un parcours mobilité, et j'y reviendrai. Mais cette relation tripartite, elle est très très importante, parce que la mobilité, on l'a vu tout à l'heure au travers de l'identification des différents freins, ça va toucher parfois plusieurs dimensions de vie de la personne. Et ces différentes on imagine bien que ce n'est pas uniquement sur la question de la mobilité que ça va avoir des incidences. C'est-à-dire qu'on se rend compte que parfois, et c'est Vincent Kaufmann qui disait ça ce matin, c'est-à-dire que c'est cette capacité pas seulement à se déplacer sur son territoire, mais c'est à se dépasser soi-même. La question de la mobilité, je trouvais que cette formule était très intéressante, c'est un dépassement de soi, la mobilité. Eh bien, ça va impacter finalement, dès lors où la personne va se mettre ou se remettre en mouvement, il va falloir que tout ça soit accompagné et par le référent prescripteur, et par la conseillère mobilité ou conseiller mobilité, et la personne, bien sûr, elle-même. Donc, il y a une relation très importante qui se noue là, dans ces parcours mobilité, dès l'entame, si je puis dire. Voilà, je ne sais pas s'il y a avant que j'avance un petit peu dans ce schéma, là aussi, s'il y a des questions, oui. des remarques. Plusieurs questions. On peut donner la parole peut-être pour changer à Luc, déjà dans un premier temps. Oui, merci. Je voulais réagir par rapport à ce que vous venez de dire, que je trouve effectivement très intéressant en lien avec la diversité des freins rencontrés par les personnes. Nous, on est l'exemple d'une plateforme mobilité où on ne porte pas d'autres services que le conseil en mobilité. C'est-à-dire que toutes les actions de type savoir bouger ou pouvoir bouger sont portées par d'autres acteurs sur le territoire. Et en plus, de façon des fois un peu inégale selon même le territoire, parce qu'on est sur des territoires assez grands à l'échelle d'intercommunalité.
des fois, certains services n'existent qu'à l'échelle de la commune ou de 2-3 communes autour, et pas sur l'ensemble du territoire. Et du coup, voilà, je voulais revenir sur ça. C'est vrai qu'on a un peu, des fois, l'impression qu'une plateforme mobilité doit apporter l'ensemble des solutions. Ça pourrait être en tout cas, de prime abord, de façon un peu instinctive, intuitive, la bonne solution. Mais cependant, c'est probablement illusoire d'imaginer qu'une plateforme mobilité pourra apporter toutes les solutions en lien avec la mobilité. En tout cas, elle a vraiment cette mission d'identifier toutes les ressources du territoire et de les faire vivre. Voilà. Je trouve que c'est... Moi, je crois, d'ailleurs, vous voyez que ma diapo, hein, c'est pas intitulé la plateforme mobilité. Tout à fait. C'est le parcours mobilité. Hein, donc, vous avez compris que moi, je ne présuppose pas un modèle de plateforme de mobilité. Je crois que d'ailleurs, moi, je ne suis pas du tout dans cette approche-là. Ce qu'on veut dire simplement, c'est que la question que vous posez, la remarque que vous faites plutôt, pardon, c'est que en fait, on doit viser un égal accès aux différents services. Enfin, si, bien sûr, ils sont pertinents sur tel ou tel territoire. Le problème, c'est que alors pourquoi aujourd'hui certaines plateformes portent beaucoup de choses à l'échelle d'un territoire, qu'il soit interco, une commune, ou un département, c'est qu'un des enjeux, c'est de faire que les services ou l'offre de mobilité permettent de répondre à une diversité de besoins et de manière la plus égalitaire possible, on va dire, ou équitable possible. Et c'est un des enjeux, c'est-à-dire qu'on voit bien que la logique de le conseiller ou la conseillère mobilité, elle va être aussi une sorte de vigie par rapport aux besoins non couverts. Qu'on va pouvoir, parce qu'elle va accompagner des situations individuelles. Donc, elle est au plus près des besoins. Hein. Ça, c'est très important. On y reviendra un petit peu tout à l'heure dans la définition de fonction des conseillers et conseillères mobilité. Ce sont avant tout des personnes qui vont accompagner des individus, des personnes, mais également qui vont jouer un rôle d'observation, finalement, des besoins du territoire ou des réponses du territoire. Et je crois que c'est très important pour l'avenir, parce que si on accompagne sans solution adaptée sur le territoire, eh bien, on va être rapidement limité, ou alors avec des solutions un peu uniques. Et donc, c'est bien un des enjeux. C'est que ces conseillers et conseillères, c'est pour ça qu'on leur donne un rôle central, soit aussi une source, nous fournissent une source d'information qui va nous permettre de faire évoluer les offres sur les territoires. Voilà ce que je pourrais dire. Je ne sais pas si je réponds à... C'était pas pour une question, mais... Non, mais dans cet ordre d'idées, par exemple, nous, sur notre territoire, on a une auto-école sociale qui est portée par un centre social avec lequel travaillaient nos conseillères mobilité d'insertion. Et justement, ce rôle de vigie, comme vous l'évoquez, il s'est traduit de la façon suivante. Finalement, on s'est mis en lien avec d'autres centres sociaux de notre territoire d'intervention. On a fait se rencontrer ces acteurs-là, et on a réuni les financeurs autour de la table en disant ce besoin qui existe sur ce territoire, il existe ailleurs. Et finalement, c'est encore une fois une autre structure qui a pris en main ce besoin-là. Oui, sans problème. Après tout ça, la question de la coordination finalement de tout ça, qui se pose plus que est-ce que c'est une plateforme qui doit tout porter ou pas. Moi, je crois qu'il n'y a pas de modèle unique là-dessus. La question, c'est que tout ça soit coordonné et que sur le territoire qu'on a déterminé, on puisse avoir une offre à peu près qui réponde aux différents besoins. Je crois que c'est ça l'enjeu, en fait, plutôt. Pascal, il y a encore... Laurent, est-ce qu'il y a Oui. Il y a encore une question, mais j'attire juste ton attention sur le fait qu'il te reste un quart d'heure. Et je sais que ça va très vite. Ça va très vite. Oui. Non, mais c'est très bien. Il te reste beaucoup de diapos derrière. Peut-être. Alors, je sais pas mais si c'est pas grave. C'est pas grave. La question de Thibaut Valla, peut-être rapidement. Et puis après, je te propose d'avancer. Et on reprendra un dernier jeu de questions en restant sur peut-être vraiment les messages que tu veux vraiment passer dans le dernier quart d'heure qui restera. D'accord, très bien. Parce que j'imagine, je crois que tu as une bonne quinzaine de diapos encore derrière. Non, mais ne t'inquiète pas pour mes diapos. Mais voilà, simplement si tu voulais aller au message que tu veux passer dans la discussion. Je vais laisse la parole à Thibaut. Non, je vais essayer de faire court alors, du coup. Voilà, en fait, nous, on a été dans la Loire, dans ce qu'on fait, on a été sollicité une fois par la mission locale pour faire un atelier mobilité auprès des jeunes qui étaient sans emploi et sans situation particulière. Ça avait bien fonctionné et on est assez fiers de ça, mais c'est arrivé une seule fois. Et
par rapport à tout ce que vous avez dit, ma question, c'était plutôt qui est-ce qui porte le service, quel acteur porte le service de conseil en mobilité? Parce que, bon, voilà, nous, on a pu le faire ponctuellement, mais enfin, voilà, ça pourrait être un autre organisme ou voilà, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, là, c'est pas très cadré, en fait. Il n'y a pas de service bien identifié, si bien qu'en fait, bon, voilà, on fait appel à qui peut, qui peut le faire, en fait, finalement, parce que la mission locale, elle va plus le faire en interne elle-même. Voilà. Oui, alors quand même, moi je vous donne simplement alors, les données on va voir d'ailleurs, hein, le LMI va actualiser sa carte des plateformes de mobilité en France, hein, enfin, en cours d'actualisation d'ailleurs. Donc vous irez voir là-dessus, mais on voit quand même qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont assez structurées sur les territoires, hein, en matière alors, dit plateforme de mobilité, mais quand on regarde les critères d'une plateforme de mobilité, aujourd'hui, on voit qui les porte et on voit qu'une plateforme de mobilité à minima doit avoir au moins un conseiller mobilité. Donc, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de structures en France qui font ça. Ça, c'est une première chose. Après, qu'il y ait besoin de développer, de professionnaliser, de continuer de professionnaliser, parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Enfin, depuis des années, il y a eu un DIU, un diplôme universitaire là-dessus. Il y a des gens comme WeMove qui travaillent là-dessus depuis des années. Les gens de Mobine, ils travaillent aussi, enfin, voilà, même si la fédération est récente, on y travaille depuis des années. Donc, on ne peut pas dire qu'on parte de rien. Il y a des choses assez structurées. Mais je vais revenir là-dessus sur peut-être ce rôle-là, qui porte aujourd'hui, eh bien, j'allais dire celui qui veut être acteur de la mobilité solidaire sur son territoire. Alors, ça, c'est la stratégie et le projet de chacun. Moi, je ne peux pas m'immiscer là-dedans, mais on voit bien qu'il faut avoir un vrai projet mobilité sur son territoire. Et nous, ce qu'on dit simplement, c'est que ce conseiller ou cette conseillère, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment et qu'on a dites, il est assez central dans ce dispositif de mobilité solidaire. Voilà. Donc, il faut se positionner comme tel sur un territoire donné et dans une logique plateforme de mobilité, on va dire. Tout en précisant bien, comme ça a été dit, que ce n'est pas forcément la structure elle-même qui va porter l'ensemble des services. Elle peut travailler tout à fait en partenariat avec, et elle doit, si des services existent, travailler en partenariat avec les autres acteurs du territoire, auto-école sociale, garage solidaire, loueur, etc. Je vais avancer dans mon schéma, parce que Laurent me le demande, et sinon il va me dire que je n'ai pas tenu ma promesse. Ouais, et puis tu as des questions. Donc, ces conseillères mobilité. Ouais. Excuse-moi, Pascal, oui, tu as des questions qui tournent du rôle de conseiller en mobilité et la question sur le titre de l'atelier, effectivement, qui dit qu'effectivement, on allait parler d'accompagnement au changement, et c'est une question qui est très reliée justement au rôle de la conseillère en mobilité. Donc, peut-être ce point-là était une question qui intéresse les gens, visiblement. Ouais. Donc, le rôle du conseiller ou de la conseillère mobilité par rapport à l'accompagnement. Le rôle du conseiller en mobilité et comment elle intègre cette question de l'accompagnement vers le changement. Alors, il faut dire, d'où on part. On nous oriente des personnes qui ont des difficultés de mobilité. Ça, je ne vous apprends rien. Eh bien, le ou la conseillère, elle va raisonner à court, moyen et long terme avec la personne. À court terme, la personne a un projet professionnel, un projet de formation, etc. Il va falloir trouver des solutions à court terme. Donc, nécessairement, pour aller en formation, pour aller au boulot. Donc, nécessairement, aujourd'hui, de plus en plus, on a des outils, on développe des outils, c'est un peu dans ce que vous avez en bas de mon petit schéma, là, savoir bouger et pouvoir bouger. On va utiliser de plus en plus, ce qu'on ne faisait pas il y a 5 ou 10 ans, hein, je vais être très clair là-dessus. On utilise de plus en plus, eh bien, sur le savoir bouger, ce qu'on appelle la formation aux compétences socle mobilité, c'est-à-dire qu'on se rend compte de plus en plus que les personnes ne savent pas forcément mobiliser les solutions existantes de leur territoire, les transports en commun, le covoiturage, etc. Elles ne savent pas faire, donc elles ne faisaient pas. Donc, ce sont des solutions de mobilité. Le deux roues, alors quand je dis le deux roues, c'est là, on est sur du court terme. Hein. Le deux roues, on a mis motorisé ou non dans notre schéma, mais le vélo, et aujourd'hui, le vélo à assistance électrique, enfin voilà, aujourd'hui, on a combien de personnes on accompagne sur du vélo à assistance électrique, d'abord en formation, hein, dans le cadre de nos vélos écoles, parce que là aussi,
ça ne va pas de soi pour un certain nombre de personnes d'utiliser ce genre d'engin sur la voie publique en sécurité. Donc, on accompagne dans le cadre de nos vélos-écoles, donc on va faire de la formation de roues, et puis les personnes vont pouvoir, on va leur mettre à disposition, par exemple, un vélo à assistance électrique. Aujourd'hui, hein, quand on regarde un petit peu les zones d'emploi, eh bien, avec un vélo à assistance électrique, on a des personnes qui vont au boulot tous les jours à 15 km de chez eux en vélo à assistance électrique. Il y a toujours le scooter aujourd'hui, on travaille avec le scooter, même si on n'est pas dans la question éco. Mais ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là sont quand même venues au départ pour la question du permis de conduire. Et en premier lieu, on va travailler du permis de conduire et de la voiture. Mais on va pas forcément les dissuader de travailler sur cette question du permis et de la voiture. Mais par contre, on va travailler avec eux sur le court terme, sur la mobilité à court terme. Et donc, on va être là sur des solutions plutôt d'éco-mobilité, même si la motivation première, c'est pas l'écologie, c'est plus l'économie d'ailleurs et le court terme. Donc, on va travailler là-dessus. Et donc, quand on dit accompagnement au changement, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec une idée en tête, mais on les fait travailler sur leur mobilité à court terme avec les moyens que je viens de décrire. Donc, l'utilisation des mobilités actives, les mobilités partagées. Et on y travaille de plus en plus et de manière, et à tel point qu'on voit, on a des chiffres là-dessus qu'on voit baisser finalement un petit peu le nombre de personnes qui veulent rentrer sur des plateformes où on a du nombre, hein, disons, qui vont avoir finalement, qui se disent finalement on peut se déplacer autrement qu'avec la voiture. Donc on est bien là dans une notion d'accompagnement au changement à notre sens. Elles sont venues avec une représentation de la mobilité, le permis, la voiture, et puis finalement on va pouvoir travailler sur d'autres solutions. Même si la motivation du permis reste forte, hein, et on ne dissuade pas ça, mais on sait que passer de son permis de conduire, c'est toujours du moyen long terme. Hein, c'est toujours ça, parce que voilà, ça nécessite un apprentissage, etc. Et on a bien sûr toujours dans notre réseau des auto-écoles, notamment des auto-écoles sociales, qui font le travail. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on accompagne vraiment sur toutes les solutions aujourd'hui. Et c'est de plus en plus vrai avec des boîtes à outils très, très diversifiées aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais pour vous dire un petit peu le rôle des conseillères mobilité qui vont, ce court terme finalement, va nous imposer de travailler avec les personnes sur ces solutions alternatives à la voiture. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions là-dessus? Non, je pense que tu peux avancer, oui. Ouais. Je reviens pas, je finirai juste sur ce schéma. Donc, vous avez compris ici, dans ce schéma, il répond un petit peu en termes de service, finalement, à une partie des freins qu'on a identifiés précédemment. Il n'y a pas tout, mais je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur la question des mobilités partagées qui, à mon sens, sont importants. Et sur ce schéma aussi, je voudrais dire que il s'agit, c'est très important de travailler sur ces bilans de parcours aussi. On voit toute la richesse finalement d'avoir travaillé sur la mobilité, parce que la mobilité, c'est non seulement j'ai gagné en autonomie dans mes déplacements, mais ça va bien au-delà. Je reprends aussi encore une fois la formule de Vincent Kaufmann qui me plaît bien. On voit que cet accompagnement, ce parcours mobilité a mené à un dépassement de soi. C'est très souvent dans des parcours réussis, c'est ce qu'on observe. Et je crois que c'est très important parce qu'on a fait bien au-delà que d'accompagner des personnes sur un mode de déplacement. Voilà ce que je peux dire. Et c'est tout l'intérêt de ces parcours mobilité à mon sens. Un mot complémentaire sur les conseillers mobilité. Ici, et vous aurez le diaporama, on a simplement ici le référentiel d'activité et d'emploi et de compétences, pardon, on a créé ça aujourd'hui, ce référentiel d'emploi et de compétences des conseillers et conseillères mobilité, avec trois grands types d'activités, hein, l'accueil pour l'analyse des demandes des personnes et poser les bases d'un diagnostic partagé. Je passe rapidement là-dessus, on y reviendra si vous voulez un petit peu dans le détail. Bien sûr, l'accompagnement des personnes dans leur parcours mobilité, c'est ce qu'on vient de voir au travers du schéma précédent. Et puis, mettre en œuvre une offre de services auprès des parties prenantes pour favoriser la mobilité des publics. Voilà les trois grandes activités qu'on identifie au sein de notre réseau. Pour tout ça, aujourd'hui, on a dit qu'il y avait besoin de professionnalisation. Alors, les actions sont encore modestes, mais d'abord, aujourd'hui, au sein du réseau, et puis je sais qu'au-delà aussi, hein, on va avoir des prérequis finalement pour exercer ce métier de conseiller ou conseillère mobilité. Aujourd'hui, on a quand même plutôt des personnes qui sont des professionnels du champ de l'insertion, de la formation, de l'éducation.
donc avec des logiques d'accompagnement, hein, sur des compétences finalement socle pour elles, d'accompagnement des publics. Donc là, vraiment, c'est le prérequis. Et puis nous, on va leur proposer, on n'est pas, d'autres proposent d'autres choses, hein, on va leur proposer aujourd'hui des formations, des échanges de pratiques, la participation à des congrès, etc. Tout un tas de ressources pédagogiques, finalement, des programmes d'action, des référentiels d'activité pour les accompagner pour développer leurs compétences, pour monter en compétences, finalement. Donc ça, notre réseau Mobine propose des choses. Alors, il y a une formation aujourd'hui qui est en ligne qui s'appelle « Les fondamentaux du conseil en mobilité et insertion », qui est sur 4 jours, mais qui est complétée par un certain nombre d'échanges de pratiques, de mise en situation professionnelle, et qu'on va développer de manière très forte là, sur les mois qui viennent dans le cadre du plan du projet France Relance que nous avons. Voilà, donc on a un socle d'activités et pour favoriser finalement le développement de ce métier-là. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, hein, vous allez sur notre site et on peut venir rejoindre la communauté finalement. Et aujourd'hui, on a environ 250 conseillers, conseillères mobilité au sein de notre réseau et ça nous permet quand même de développer, d'avoir de la compétence et de développer cette compétence. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à ce propos-là. Je vais un petit peu vite maintenant, mais non, pas de je vois que le temps passe. Pas de questions là-dessus? Non. Je passerai très vite sur simplement pour information, là aussi le LMI, hein, qui est pour nous une source d'information précieuse, tout comprendre des plateformes de mobilité, mais je crois que, bon, autour de l'écran, là, il y a plein de gens qui savent déjà. Je ne vais pas revenir sur les différents services. Moi, voilà, c'est simplement dire que ces plateformes de mobilité nous semblent quand même être toujours des dispositifs pertinents pour répondre aux enjeux, aux freins, aux besoins qu'on a identifiés jusqu'alors. Voilà, ce ne sera pas les seuls. Moi, je voudrais compléter et finir là-dessus, peut-être, en termes de messages, mais il nous semble que ces plateformes de mobilité qui existent déjà, mais qui ont besoin d'être développées, renforcées, qui ont besoin de consolider leur modèle économique, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, et ce n'est peut-être pas le propos de cet après-midi, mais vraiment qui ont besoin de consolider leur modèle économique. Je pense que ce sont des dispositifs, des organisations d'avenir pour faire face à ces questions-là. Je passe rapidement là-dessus, j'avais quelques diapos là-dessus, mais que je reprends simplement du guide des plateformes de mobilité. Je vous laisserai reparcourir ça, et évidemment, avec un des points, là je m'arrête sur cette diapo, sur l'accompagnement individuel, mais je crois que je me suis suffisamment étendu sur ce point-là. Je voudrais terminer, moi, cette présentation avec cette dernière diapo. On a beaucoup parlé ici d'accompagnement des individus, des personnes. Eh bien, moi, j'aimerais terminer en disant qu'on n'arrivera pas à faire que ces publics empêchés accèdent à la mobilité si on ne pense pas, ça a déjà été dit ce matin, hein, si on ne pense pas en termes de territoire à mobilité inclusive. C'est un concept, on peut dire ça comme ça, qu'on a travaillé dans le cadre du LMI il y a quelques années, qui n'a pas tout à fait encore pris toute son ampleur, à mon sens, mais qui à mon sens, a beaucoup d'avenir. Parce que accompagner des individus, c'est bien, mais encore faut-il que le territoire comporte ou inclut des solutions de mobilité véritablement inclusives. Et je dirais que moi, j'insisterai sur les 4 points là, qui sont sur ma diapo. Je pense au point où on en est aujourd'hui, on a vraiment, vraiment besoin de créer et d'animer un écosystème des acteurs territoriaux de la mobilité solidaire. Alors, formule un peu technocratique, mais pour dire que, on l'a déjà dit ce matin, les acteurs du social, de l'économique, du territorial, de l'environnemental ont besoin de travailler ensemble sur cette question-là qui est très transversale. D'abord, et c'est mon deuxième point, identifier les offres et communiquer vers les parties prenantes. C'est ce que disait quelqu'un tout à l'heure. C'est-à-dire que d'abord, il faut d'abord se saisir de ce qui existe. Et ça, c'est un premier problème, l'identification de l'existant. Je vous ai dit qu'un des enjeux de Dora, c'était d'identifier ça. Et de coordonner les différentes offres et acteurs. Parce que c'est la juxtaposition, finalement, ou la superposition, ne permet pas forcément aux personnes de s'y retrouver, hein, si je reviens au niveau des personnes. Donc, il faut que tout ça soit identifié et coordonné. C'est un des enjeux. Il faut qu'on évalue ce qu'on fait et qu'on l'évalue collectivement, pas que chacun évalue son action dans son coin. Là aussi, il y a une démarche très de coproduction, d'évaluation
d'évaluer les résultats de ce qu'on fait, d'identifier les besoins non couverts. Identifier les besoins non couverts collectivement. Là aussi, pas chacun avec son offre de mobilité dédiée à tel ou tel public ou à tel ou tel ou sur tel ou tel mode de transport. Et puis le dernier point, développer à partir de tout ça, de cette dynamique-là, de cette dynamique territoriale, développer de nouvelles offres. Et je mets en privilégiant mobilité active et partagée. Alors mobilité active parce que aujourd'hui, quand même si on a dit que les distances pour se déplacer au quotidien, elles s'allongeaient. Quand on regarde un petit peu quand même, on a encore des zones d'emploi, des zones de formation qui sont à quelques kilomètres de chez soi. Donc, pensez le vélo, le VAE, etc. Avec un vélo à assistance électrique, on va à 15 km au boulot très facilement aujourd'hui. Voilà, il faut le dire, quel que soit le territoire, et il faut le redire. Mais là, il faut qu'on dépasse un certain nombre de représentations. Et puis, la question des mobilités partagées. Les mobilités partagées, moi, je crois que c'est un des grands enjeux d'avenir pour plusieurs raisons. Parce que, eh bien, il y a beaucoup de voitures qui… Alors, je dis des choses très simples. Hein. Il y a des gens de Mobicoop ici qui savent bien de quoi je parle. Il y en a d'autres en France qui travaillent là-dessus. Mais il y a un enjeu de… quand je vois le nombre de personnes qui sont seules dans leur bagnole aujourd'hui et le nombre de personnes qui manquent de moyens de déplacement, je me dis qu'il y a quand même des choses à faire. Enfin, c'est une réflexion un peu large, mais c'est une évidence qu'il faut structurer, organiser des réseaux, des communautés pour faire que ces gens-là se rencontrent et qu'ils partagent des véhicules. Autopartage, covoiturage solidaire, transport à la demande, transport d'utilité sociale, tout ça peut se développer, mais là aussi pas de manière anarchique, de manière coordonnée. Ça ne va de pair qu'avec l'écosystème des acteurs territoriaux. Sinon, ça ne fait que des offres de plus sur le territoire qui ne marchent pas nécessairement parce qu'elles ne sont pas raccordées à cet écosystème. Voilà ce qu'on peut dire. Et puis, je finirai sur la question des mobilités partagées, où il y a un autre enjeu. Je le disais tout à l'heure, un enjeu de solidarité. Je crois qu'on parle beaucoup d'isolement, et d'ailleurs pour les publics précaires, mais peut-être pas que. Et je crois que ça ne répondra pas à toutes les problématiques sociales, mais partager des mobilités, c'est aussi des occasions de se retrouver autrement, dans d'autres contextes, de décloisonner les classes sociales, enfin, même si ce terme peut paraître un peu désuet, mais en tout cas de faire ensemble, quoi. Et donc, les mobilités solidaires, le covoiturage, mais pas seulement en placard, pour ne pas le citer, mais des covoiturages de proximité, de courte distance, hein, c'est bien ça l'enjeu dont on parle ici, principalement, a un fort avenir sous réserve qu'on l'intègre à des écosystèmes locaux et non pas qu'on le pose comme une solution de plus sur le territoire. Voilà quel était moi, le dernier message que je voulais faire passer, auquel on croit beaucoup et sur lequel on va beaucoup travailler dans les années qui viennent. Voilà. Eh ben, Voilà, écoute, donc, c'est c'était un très… petit peu… Ouais, merci beaucoup, Pascal. Je suis désolé, effectivement, de reprendre la parole 2 secondes parce qu'effectivement, il est l'heure. Ouais. On doit revenir en salle. Je pense que tu as passé des messages, effectivement, dans le dernier et dans cette synthèse tout à fait important que je vais essayer de redonner dans la plénière. On vient de vous envoyer un lien dans la messagerie. Vous cliquez sur le lien ou vous le copiez-collez dans votre moteur de recherche pour rejoindre la plénière. On se retrouve, c'est la conclusion de cette journée qui est décidément, je trouve, très rapide. Donc, on se retrouve là pour 5 minutes de rapport pour les 4 ateliers et la conclusion par le président Serge Nocody, et on vous libérera avant 16 heures. Merci beaucoup, à tout de suite en plénière.